Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. C'est la bonne nouvelle du jour. Fini le froid polaire. Le redout est désormais confirmé sur l'ensemble du territoire aujourd'hui avec dans l'après-midi des températures positives partout. En revanche, la galère n'est pas pour autant terminée. Des perturbations liées à la neige et au verglas sont constatées dans de nombreuses régions. Météo France a maintenu sa vigilance orange sur 15 départements. Ici en Saône-et-Loire par exemple, les saleuses tournent à plein régime. Dans le Cap Corse, la situation s'est également améliorée. La plupart des routes ont été déblayées et la solidarité a bien fonctionné. On a assuré le service auprès des personnes âgées, où on s'est enquéri un petit peu de leur situation. On leur a apporté le pain, les courses. Tous les villages devraient être désenclavés dans les heures qui viennent. Partout ailleurs en France, comptez de 2 à 8 degrés d'est en ouest, jusqu'à 10 degrés en bord de mer. Monsanto envisage de faire appel après sa condamnation pour l'intoxication d'un céréalier charentais par un puissant herbicide. En attendant de connaître la décision du géant américain, le jugement du tribunal de grande instance de Lyon est à la fois une victoire et un espoir pour de nombreux agriculteurs. Pour cet ancien viticulteur à la retraite, convaincu que le décès de son fils d'un cancer de la vessie est lié à l'utilisation de produits phytosanitaires, le jugement condamnant le groupe Monsanto est une très bonne nouvelle. C'est une grande satisfaction pour plusieurs raisons. D'abord pour Paul François qui s'est battu au départ tout seul et qui démontre que même tout seul, on peut obtenir un résultat quand on défend son bon droit. Malheureusement, ça a été très long, mais au moins il y a un résultat. Et ça veut dire aussi que pour les autres agriculteurs, c'est un espoir. On va être plus fort, on va pouvoir voir venir d'autres agriculteurs, on va pouvoir s'adresser aux médecins qui restent dans le secret de leur cabinet en disant c'est une maladie des viticulteurs, c'est encore un viticulteur qui est malade. Maintenant, ils vont peut-être pouvoir donner leur avis publiquement. Dans le vignoble cognacé, la nouvelle de la condamnation de Monsanto s'est déjà répandue. Pour les jeunes générations, le jugement de Lyon est une véritable avancée. Eux, ils sont dans leur groupe financier où il faut qu'ils développent de l'argent et ils ont des comptes à rendre à leurs actionnaires. Et à côté de ça, les applicateurs, l'environnement, tout ça, ils s'en moquent complètement. Un jugement qui va contraindre la firme Monsanto à être plus informative quant à la dangerosité de ses produits. Devant des centaines de proches de victimes de l'amiante, le tribunal de Turin en Italie a condamné à 16 ans de prison les 2 accusés du procès historique d'Eternit, le plus grand jamais organisé, le premier au pénal sur le drame de la fibre tueuse. Concernées au premier chef les victimes françaises de l'amiante, tout espère des répercussions en France. Enfin, une institution, la justice italienne, vient dire ce que nous répétons depuis maintenant 16 ans. C'est-à-dire qu'à l'origine de la catastrophe sanitaire de l'amiante, 100 000 morts en France, 500 000 morts en Europe occidentale, à l'origine de cette catastrophe, il y a des responsabilités. Les avocats des accusés ont déjà annoncé qu'ils feront appel. Marche silencieuse ce matin en mémoire de Patricia Bouchon, tuée il y a un an lors de son jogging matinal à Bouloc en Haute-Garonne. Rose à la main, 250 personnes ont refait le parcours effectué par cette mère de famille. Parmi elles, des proches et des voisins encore traumatisés. On y passe pratiquement tous les jours, quoi. Et puis tant qu'on n'aura pas trouvé l'auteur de ces faits-là, quoi, on vit avec la peur quand même. Le meurtrier de Patricia n'a en effet jamais été identifié malgré une enquête menée sans relâche avec des centaines d'auditions et des dizaines de gardes à vue. C'est une affaire qui remonte à 1997, une troublante affaire. Cette année-là, un intendant de la compagnie SeaFrance disparaît en mer. L'enquête aboutit alors à un non-lieu, mais ses enfants n'ont jamais cessé de douter. Ils relancent le débat alors que l'on reparle de pratiques douteuses au sein de la compagnie. Il était intendant-chef à bord du Monet, un ferry de la compagnie SeaFrance. Le 14 février 1997, en début de soirée, le Monet se rapproche du port de Calais. Il est près de 21h. Christian Salomé est aperçu en uniforme. D'après certains de ses collègues, il commence à faire le compte de ses caisses. Personne ne le reverra. Son corps est retrouvé plus d'1 mois après, flottant dans l'eau au large de Calais. Pour les enfants de Christian Salomé, cette mort reste une énigme. Aucun d'eux ne croit à un suicide.
Aujourd'hui, cette compagnie, c'est du passé et il ne faut pas fermer cette page avec cette histoire. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à dire en ce moment. Ben voilà, nous aujourd'hui, on a envie d'en savoir plus et de savoir vraiment ce qui s'est passé. Selon eux, à l'époque, leur père voulait dénoncer des trafics à bord des bateaux. Cet homme avait dénoncé un certain nombre de trafics suffisamment graves pour qu'il soit inquiet. Inquiet pour lui, inquiet pour sa famille. Tellement inquiet qu'il avait dit à sa femme « Je ne veux pas te dire ce que j'ai vu pour te protéger ». Donc, alors qu'il avait confiance en son épouse. Donc c'est dire à quel point il avait peur. Il disait qu'il recevait des appels anonymes et des menaces de mort. L'information judiciaire ouverte pour meurtre a abouti à un non-lieu en 1998. Pour les magistrats, je cite, « Les indications fournies aux douanes semblaient d'une rare banalité et certainement pas de nature à déterminer l'exercice de représailles. » Même si l'affaire est aujourd'hui prescrite, les enfants de l'intendant-chef attendent une autre vérité. Depuis 2 ans, une enquête pour vol en bande organisée sur les ferries est-elle toujours en cours? Un enfant d'à peine 2 ans est tombé du 13e étage de cette tour située à Los dans le Nord. Le petit garçon est décédé. Selon les premiers éléments de l'enquête, Kevin jouait dans sa chambre et aurait échappé à la vigilance de sa mère. On a trouvé les jouets de l'enfant dans la chambre, sur le bureau qui était juste en dessous de la fenêtre. Donc il est vraisemblable que l'enfant est monté sur le bureau et ouvert la fenêtre. Certains habitants pointent du doigt le manque de sécurité des fenêtres. Le bailleur lui assure sensibiliser les nouveaux habitants à ce type de risque. C'est un drame de la solitude, un drame à peine croyable qui s'est joué dans cet immeuble de Strasbourg. Un homme a été retrouvé mort 3 ans après les faits. Jusque-là, personne n'avait rien remarqué d'anormal, sauf depuis 2 semaines, une radio très bruyante fonctionnait jour et nuit. Alertés, les pompiers ont trouvé un squelette dans un appartement à la fenêtre ouverte et envahi par les pigeons. C'est l'un des oiseaux qui a dû allumer la radio en se posant dessus. Même le bailleur social n'avait rien constaté. C'est un effet induit de l'automatisation. En fait, le loyer a été prélevé. Les compteurs étaient relevés puisqu'ils sont à l'extérieur du logement. Seule anomalie, durant ces 3 années, la boîte aux lettres n'a jamais débordé. L'enquête demandée par le parquet pour préciser les causes du décès fournira peut-être une explication. Les manifestations contre les suppressions de postes dans les écoles se multiplient. En Gironde, par exemple, une action a été organisée devant l'inspection académique. Les parents mobilisés redoutent une baisse des effectifs au sein du réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté. Ils sont 250 parents d'élèves et enseignants selon la police, 1000 selon les organisateurs à manifester devant l'inspection d'académie. Ils dénoncent la suppression de 87 postes d'enseignants en RASED sur 124 en Gironde. La déclinaison, on va dire, départementale de ces choix-là est la pire qu'on puisse imaginer. C'est-à-dire que c'est donc l'abandon des élèves les plus en difficulté dans notre système éducatif qui est inacceptable. La protestation, elle est aussi dans les écoles primaires visées. 4 sur les 6 RASED de ce nom. Les parents d'élèves ont décidé de les occuper car dans chaque, ce sont 17 élèves en difficulté qui sont aidés. C'est une honte, c'est un abandon des enfants. Les profs de RASED s'occupent des enfants qui ont des difficultés profondes, des difficultés d'adaptation. On a l'impression qu'il va y avoir une école à 2 vitesses, moi j'ai l'impression. Devant l'inspection, les parents et enseignants ont décidé de frapper d'un symbole fort, une pierre tombale et des figurines noires déposées pour annoncer la mort des RASED. Et puisque les représentants syndicaux ont boycotté la réunion avec l'inspecteur d'académie, André Mercier est venu en personne expliquer que ces postes seraient redistribués pour faire face à l'augmentation de 1125 élèves supplémentaires. Il y aura 90 supports d'emploi fermés pour pouvoir réalimenter des ouvertures de classes. Donc ça veut dire qu'à la rentrée prochaine, il y aura très exactement 71 ouvertures de classes supplémentaires en Gironde. L'inspecteur d'académie doit rendre 20 postes du premier degré au ministère. Les derniers ajustements seront tranchés vendredi. C'est quelqu'un qui veut se débarrasser d'argent, je sais pas. C'est pas moi, sûr. Mais alors, c'est qui? Voilà la question qui hante les habitants de Heurt dans le Bas-Rhin. Depuis quelques semaines, en ouvrant leur boîte aux lettres, nombre d'entre eux ont trouvé de drôles de surprises. C'était une enveloppe blanche que d'abord j'ai failli jeter parce que je pensais que c'était effectivement de la publicité. Et donc à l'intérieur, un dépliant de l'association L'École pour la vie. Et dans ce dépliant, 5 coupures de 100 francs. Étrange, ces dons distribués par une main anonyme. Au total, il y en aurait pour plusieurs milliers de francs. Une chose est sûre, jusqu'à vendredi, dernier jour pour échanger les francs en euros, à Heurt, on surveille sa boîte aux lettres de très près.
Les températures remontent, une bonne nouvelle pour les oiseaux qui avaient bien du mal ces derniers temps à trouver de la nourriture en raison du froid glacial. Beaucoup ont d'ailleurs été admis à la LPO de Clermont-Ferrand, blessés et très affaiblis. Des boîtes comme celle-ci au centre de soins de la LPO, il en arrive près d'une dizaine par jour en ce moment. Et en l'ouvrant, on se dit rarement « chouette » en découvrant ce qu'elle contient. Ici, c'est un merle blessé à l'aile, pas sûr de voler à nouveau un jour. Avec la période glaciale que nous avons connue ces derniers temps, les oiseaux ont pris des risques pour se nourrir, s'approchant souvent bien trop près des voitures. Et là, c'est le drame. C'est pas la quantité de neige en fait, c'est ni le froid qui pose problème aux oiseaux, c'est le fait que le sol soit gelé et que tout soit figé qui empêche l'accession de la nourriture en fait. L'eau gelée, le sol gelé, les proies se font rares. Le Milan royal, comme beaucoup de rapaces, tombe ainsi en panne de souris. Affaibli, il n'est pas rare que les oiseaux se crachent pour mourir, mais parfois, certains, plus chanceux, atterrissent ici, transportés à la hâte, ou pas toujours d'ailleurs. Je l'ai ramassé, je l'ai gardé une semaine pour... Je ne connaissais pas du tout cet endroit, j'ai découvert sur internet. Je pars en vacances cette semaine, donc je pensais pouvoir l'emmener avec moi. Et cette jeune fille m'a gentiment rappelé que j'avais pas le droit. Donc voilà pourquoi je l'ai ramené. Même si c'est avec une bonne intention, mieux vaut ne pas conserver l'oiseau chez soi. En très peu de temps, il peut s'habituer à l'homme, voire devenir dépendant de lui, ce qui aurait pour principale conséquence de le rendre davantage vulnérable une fois remis en liberté. C'est pas bien de faire ça, il vaut mieux la mettre dans un carton ou l'amener tout de suite. Et là, le corbeau, vous pensez qu'il est habitué à la présence humaine, il est trop habitué? Trop, oui. Parce qu'on le relâche, il va aller vers les maisons. Il va rentrer dans les maisons. Si on le laisse comme ça, il n'y a pas de problème. Le laisser comme ça, c'est le laisser au milieu de ses congénères pour lui rappeler qu'il n'est qu'un oiseau. En ce moment, une quarantaine de bêtes à plumes sont en soins intensifs ici ou en rééducation. Alors si vous en croisez un tombé du nid, n'hésitez pas à le confier à la LPO et vous pourrez à votre tour afficher le visage joyeux de celui qui aura sauvé un volatile. Enfin, c'est un endroit exceptionnel, niché à plus de 2000 mètres d'altitude à Valloire, en Savoie. Un igloo de 100 mètres carrés orné de sculptures de glace accueille les vacanciers en quête de belles sensations. Visite. Rassemblement à 2100 mètres d'altitude, Stéphane prend le groupe en main. Là, on va aller changer les chaussures pour les 3 skieurs qui ont fait ski toute la journée, qui ont passé la nuit en igloo. Et après, on va chausser les raquettes pour tout le monde et on va rejoindre les igloos. La soirée commence par une petite balade en raquette à 2 pas de la grotte de glace et avant la tombée de la nuit. Au bout du chemin, une jolie surprise. Là, vous les voyez tous, là, des chevreuils. C'est des chevreuils? Ouais, là, on a un joli troupeau de chevreuils. Deuxième surprise, la découverte de la grotte. C'est ici que nos aventuriers vont passer la nuit. Et voilà la grotte. À l'intérieur, une immense caverne de neige. Super grand en fait. Je pensais pas que c'était aussi grand. Un vrai travail d'architecte. 100 mètres carrés de couloirs et de recoins ornés de sculptures de glace. La première fois que tu es rentré dans la grotte, cette grotte de neige, qu'est-ce qui t'a le plus frappé, toi? La finesse des sculptures, la finesse du travail et puis le contraste aussi entre ces animaux de l'Afrique et puis la neige, enfin le froid. J'ai trouvé ça très intéressant à regarder et puis vraiment la finesse du travail. Ici, tout est blanc, comme si on était au paradis. La table aussi est en neige. Et au menu, fondue savoyard. Ça réchauffe, hein? Ouais. Malgré tout, la température reste acceptable alors qu'il fait moins 20 dehors. À l'intérieur, on le sent presque pas. On voit quand même, on fait la fumée avec la respiration, mais pas de gants, on se sent très bien. Il fait combien selon toi là? D'après moi, il fait peut-être 0, entre -1 et 1. Alors il faut s'emmitoufler pour la nuit. Couverture de survie, sac de couchage et bonnet indispensables avant l'extinction des feux. Bon, les filles, bonne nuit. Bonne nuit tout le monde. Place au rêve pour une nuit blanche. Tout de suite, votre édition des initiatives.